Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous dire quelques mots sur ce très beau sujet du capital humain. Le sujet qui nous préoccupe à la Fondation IFRAP, c'est évidemment comment faire pour que ce capital humain de notre pays soit finalement valorisé au mieux et donc qu'on n'abandonne pas ce très beau projet d'aller vers le plein emploi et donc de permettre à tout un chacun de pouvoir progresser, de pouvoir prendre l'ascenseur social, de pouvoir développer ses talents. Et ça passe évidemment par nos entreprises, par toutes nos entreprises sur l'ensemble de notre territoire. Et vous en êtes évidemment des exemples. Alors, le sujet que vous m'avez posé, c'est finalement comment on fait pour améliorer le recrutement, etc. etc. Bon, la première question, c'est est-ce que en améliorant la formation, en améliorant l'école, en améliorant l'accompagnement de Pôle emploi, ça peut donner des résultats importants? Oui, dès les premières années, il faut apprendre l'entrepreneuriat à l'école le plus tôt possible, savoir que aller travailler dans une entreprise, c'est formidable, revaloriser, ça a été déjà beaucoup évoqué, hein, les filières d'apprentissage, etc., les savoir-faire, enfin, bon, tout ce qu'on ne fait pas finalement dans notre éducation nationale, et quand on compare, nous, à la Fondation IFRAP, avec les autres pays, on voit très bien que le lien entre école et entreprise, ailleurs, par exemple en Allemagne, est beaucoup plus fort. En Allemagne, c'est normal de voir des entreprises financer des écoles publiques. Imaginez si on disait ça en France, à quel point ce serait parfois peut-être étonnant ou ça étonnerait les personnes. Eh bien non, c'est tout à fait possible ailleurs. Et c'est bien normal parce que la suite de l'école, la suite logique de l'école, c'est le travail et c'est le travail en entreprise notamment. Après, le sujet de la formation, ça a été maintes fois évoqué. Nous, à la Fondation IFRAP, on est pour une réforme beaucoup plus importante que ce qui a été mené. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il faudrait laisser la plus grande liberté aux entreprises pour former leurs recrues et que pour cela, eh bien, on devrait avoir un système qui passe non pas par une cotisation, mais par une déduction fiscale sur l'impôt sur les sociétés. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas du tout été écouté. Mais attention, n'imaginons pas que tous les pays fonctionnent comme nous avec une cotisation. Les autres pays sont souvent beaucoup plus, disons, dans le choix, dans la diversité de possibilités en termes de financement de la formation, alors que nous sommes encore une fois dans un système qui est imposé à tous, en tout cas sur les modalités de financement, et on pourrait avoir un système qui marche mieux et qui serait beaucoup moins contraignant en termes de cotisation. Ensuite, le sujet Pôle emploi, évidemment, est un sujet qu'on a en tête dans ces cas-là, et on a vu que dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement veut encore embaucher à Pôle emploi. C'est certainement pas la solution. On sait qu'il n'y a qu'à peine 9% des personnes qui retrouvent un travail grâce à Pôle emploi dans l'année. On sait aussi que la question du placement n'est plus le sujet absolument fondamental de Pôle emploi, mais que c'est plutôt l'accompagnement des chômeurs. Et à un moment, on peut se poser la question, pourquoi financer tous les ans pour 3 milliards d'euros avec les cotisations sociales du secteur privé, les cotisations des employeurs et des employés, finalement financer à tel point ce système de Pôle emploi alors qu'il n'a pas vraiment fait ses preuves. Nous, on propose à la Fondation IFRAP, à minima, de régionaliser, donc remettre au plus près du niveau local les décisions sur ce sujet, régionaliser Pôle emploi. Et aussi, on propose de suivre d'autres modèles qui ont marché ailleurs, notamment le modèle australien, finalement en mettant en place une délégation de services publics qui permettent à des associations, à des fondations, à des entreprises spécialisées en la matière, et notamment des boîtes d'intérim ou autres, d'accompagner les demandeurs d'emploi pour vraiment les mettre dans du placement effectif. C'est déjà un petit peu ce à quoi réfléchit le gouvernement, puisqu'il va permettre que ce soit fait pour les personnes qui sont déjà à la fois en emploi et indemnisées au chômage, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Et ça marcherait certainement beaucoup mieux parce qu'il y aurait des spécialisations sur les filières, sur les territoires, alors que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'être conseiller pour l'emploi pour finalement des emplois qui sont extrêmement différents. Demain, on espère qu'on aura encore plus de possibilités de décentraliser, de déconcentrer et finalement d'arriver sur des délégations de services publics. En tout cas, en la matière, ce serait certainement très opportun et ça pourrait fonctionner certainement beaucoup mieux. Et même les agents de Pôle emploi sont demandeurs d'avoir cette possibilité de plus de souplesse. Ensuite, évidemment, le code du travail, le marché du travail, la flexibilité.
Ça, c'est un sujet fondamental. Le gouvernement a travaillé sur le sujet avec les ordonnances travail, certainement pas assez loin. Dans d'autres pays, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà supprimé les 35 heures du code, qu'on aurait annualisé tout ça. Nous avons fait une proposition pour passer à 1725 heures par an ou 1750 heures par an pour se mettre au niveau de nos partenaires européens en temps de travail annuel. Ce n'est pas du tout ce qui a été écouté. Ce qui a été choisi par le gouvernement, c'est évidemment d'aller vers une inversion de la hiérarchie des normes avec des possibilités pour les entreprises de négocier entreprise par entreprise tous ces sujets, mais avec les difficultés que l'on connaît avec cette obligation maintenant d'avoir les 50% des personnes représentées dans les syndicats qui valident les accords. Ces accords à 50%, c'est très difficile à obtenir, vous le savez bien, vous en tant qu'employeur. C'est très difficile de faire baisser la majoration des heures supplémentaires de 25% à 10%. Par exemple, la métallurgie, par exemple, la branche métallurgie l'a fait, mais c'est la seule branche pour l'instant qui a avancé sur cette question. Et là, il y a énormément encore de blocages sur le sujet et il faudrait tout reprendre dans le code pour que ce soit effectif tout de suite. Quand Martine Aubry a mis en place les 35 heures, ça ne s'est pas fait en 2 jours, mais ça a été obligatoire pour tout le monde. Donc si on veut vraiment revenir sur le sujet, et ça a un impact aussi pour nos services publics, pour augmenter le temps de travail dans nos services publics, ben, c'est fondamental. Hein. Juste un petit chiffre pour vous faire réfléchir, nos agents publics dans les services publics français, ils travaillent 1607 heures, en Allemagne, ils travaillent 1807 heures à l'année. Hein. Si on appliquait le temps de travail des agents allemands en France, ça, tout de suite, ça dégage 400 000 équivalent temps plein dans nos services publics. Donc le sujet des 35 heures n'est pas que le sujet des entreprises, c'est aussi le sujet finalement de nos administrations et c'est donc aussi le sujet de la compétitivité de nos entreprises parce que nos entreprises, leur compétitivité n'est que le reflet de la compétitivité de notre service public. Ensuite, le sujet des taxes sur la production. Si on veut créer de l'emploi, si on veut permettre aux entreprises de se développer dans notre pays, et notamment à l'industrie, il faut baisser très très vite ces taxes sur la production. Alors il y a des rapports, il y a un nouveau rapport qui vient de sortir, il y a le rapport de l'Inspection générale des finances. Il y a eu énormément de travaux sur ce sujet, et y compris les MEDEF territoriaux et le MEDEF national qui travaillent sur ces questions et regardent l'évolution de ces taxes sur la production et notamment des taxes locales. Arrêtons de se bercer d'illusions, les taxes sur la production, elles continuent d'augmenter encore, même avec la proposition qui a été faite ces derniers jours de baisser de 5 milliards, c'est en fait un peu, là encore, offrir une baisse après une hausse, parce que cette année, en 2019, les taxes sur la production vont augmenter de 0,2 points de PIB, ça fait 5 milliards d'euros, hein, donc ne nous leurrons pas, en réalité, on sera toujours sur une augmentation des taxes sur la production malgré les petites avancées de la loi Pacte, malgré les nouvelles propositions qui sont sur la table et qui peut-être n'aboutiront pas d'ailleurs. Donc vérifions tout ça en permanence. On est à 72 milliards de taxes sur la production. Hein. Si on prend une grosse entreprise de taille ETI, qu'on compare entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'entreprise française avec la même chiffre d'affaires, on aura 1 million d'euros de taxes sur la production. L'entreprise allemande sera à 50 000 euros, l'entreprise britannique à 50 000 euros. Là, on a un vivier d'emplois potentiels qui est gigantesque, puisque si on baisse de 15 milliards les taxes sur la production, on a évalué, nous, à la Fondation IFRAP, que très rapidement, on est à 300 000 emplois créés, dont environ 60 000 dans l'industrie. Donc ce n'est pas négligeable, c'est beaucoup ces taxes sur la production qui ont détruit petit à petit notre tissu entrepreneurial, industriel dans nos territoires. Et là, il faut continuer à marteler sur ce sujet et faire très attention parce qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des augmentations, notamment de CVAE, de taxes transport, vous l'imaginez bien. Et ça, nous à la Fondation IFRAP, on sera très vigilants. On doit dire et redire que les entreprises n'ont pas eu de cadeaux fiscaux ces dernières années, aucun cadeau fiscal, puisque en 2011, les entreprises payaient 393 milliards de prélèvements obligatoires. En 2017, elles payaient 459 milliards de prélèvements obligatoires. Un point de PIB supplémentaire malgré le CICE et le pacte de responsabilité. Il n'y a pas eu de baisse de la fiscalité des entreprises, il y a eu une hausse malgré le CICE et le pacte de responsabilité. Il faut absolument le marteler pour bien faire comprendre que cette histoire de possibilité d'augmentation de la fiscalité des entreprises via les niches fiscales, etc., n'est pas possible dans la mesure où il y a déjà eu une augmentation. Hein. Il n'y a pas de marge de manœuvre sur la fiscalité des entreprises. La marge de manœuvre, elle est sur la baisse des dépenses publiques. On ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, ça nous emmène à la question du modèle social. Le modèle social
qui désincitent au retour à l'emploi avec la cascade des aides qui sont cumulables, avec des niveaux d'aide qui dépassent le SMIC. Il faut le redire, à un moment, l'arbitrage il se fait pour la personne qui va potentiellement avoir une proposition d'emploi, et bien se dire entre les aides que je cumule et peut-être les petites heures que je fais non déclarées et de l'autre côté un emploi au SMIC ou même au-dessus du SMIC, eh bien l'arbitrage se fait parfois pour rester dans la situation numéro 1. Là, nous avons fait une évaluation très claire à la Fondation IFRAP. Si nous baissons au maximum à 100% du SMIC le cumul des aides, eh bien c'est 3,5 milliards d'économies qui sont réalisées pour la France tous les ans. C'est pas rien, ça veut dire que ça c'est des marges de manœuvre aussi pour baisser la fiscalité de nos entreprises, et c'est en plus de l'incitation supplémentaire à retourner à l'emploi. Le travail doit être toujours plus important, plus intéressant. C'est aussi le sujet autour de la réforme de l'indemnisation du chômage, qui va pour certaines choses, mis à part le sujet de la dégressivité uniquement pour les cadres, qui est assez démagogique, mais sur le reste, il y a quelques bonnes idées, mais qui ne vont pas assez loin là encore. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait faire 4 milliards d'euros d'économies par an en baissant le taux de remplacement dès le premier jour. C'est dès le premier jour qu'il faut inciter au retour à l'emploi. C'est tout de suite, parce qu'on est tout de suite réemployable au mieux de ses capacités d'employabilité au premier jour du jour de cessation d'activité, et non pas au bout de 6 mois, au bout de 10 mois, au bout de 11 mois. Là, il y a un vrai travail aussi à mener pour convaincre le gouvernement qu'il n'y a pas que la question de l'équilibre des comptes, mais il y a aussi la question évidemment de baisser à un moment ou à un autre les cotisations, notamment des employeurs, puisque rappelons que nos employeurs cotisent 4% sur l'assurance chômage. 4%, c'est très très important par rapport à la plupart des pays comparables. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne, c'est 1,5% de taux de cotisation pour les employeurs pour le chômage, c'est 1,5% pour l'employeur, c'est 1,5% pour le salarié. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser aussi à terme. Est-ce qu'on veut juste équilibrer les comptes ou est-ce qu'on veut transformer le modèle ? Et cette question, elle se pose pour tous les sujets finalement de politique publique. C'est le cas pour les collectivités locales. Est-ce qu'on veut juste qu'elles soient à l'équilibre ou est-ce qu'on veut supprimer des strates, réorganiser, baisser vraiment la dépense ? Ce n'est pas la même logique. Et là aussi, les marges de manœuvre pour baisser la fiscalité sur les entreprises, elles n'existeront que si on transforme le modèle. Si on transforme notre système de retraite, mais tout de suite, pas en 2025. Si on repousse l'âge de départ. Donc tout est connecté, c'est-à-dire que l'emploi, le plein emploi, il ne s'atteindra que si on fait la transformation du modèle social, que si on repousse l'âge de départ à la retraite, que si on réforme véritablement le code du travail en mettant plus de flexibilité, en remontant le temps de travail, que si aussi on travaille sur la fiscalité des ménages pour inciter à conserver les outils entrepreneuriaux de ce pays, à transmettre les entreprises, à faire finalement passer les entreprises d'une génération à l'autre. Et ça, dans nos territoires, vous le savez bien, vous vous posez beaucoup de questions sur la transmission de vos entreprises parce que c'est très compliqué en France. On a fait des usines à gaz. Heureusement qu'il y a le système du Trade, mais là, on pourrait avoir un système beaucoup plus simple en taxant à zéro toutes les transmissions entrepreneuriales et en se disant que ce qu'il faut avant tout, c'est les conserver sur notre territoire. C'est le choix qui a été fait par les Suédois, qui fonctionne très bien, de taxer à zéro l'ensemble des successions. Le choix pourrait être aussi de taxer à zéro les plus-values de cession d'entreprise. Ça aussi, ça rapporte très peu au trésor et finalement, ça désincite à entreprendre et à développer des entreprises. Donc, la bataille de l'emploi, elle est devant nous. Elle est très importante. Elle est importante pour tous les Français, pas que pour les entreprises. Elle est importante aussi pour la survie de nos comptes publics et de nos finances publiques. Et à un moment ou à un autre, il faut faire le choix d'inverser la logique. Non plus avoir des entreprises et des ménages qui travaillent pour les services publics, mais des services publics qui travaillent pour les entreprises et les ménages. Quand on aura inversé cette logique, on aura déjà gagné beaucoup de temps et on pourra à ce moment-là réfléchir à une vraie transformation du modèle avec un vrai cap et non pas des mesures qui, mises bout à bout finalement, vont pas dans le mauvais sens, mais n'inversent pas totalement la logique et ne permettent pas de dégager les énergies entrepreneuriales qui permettent derrière d'atteindre le plein emploi. Et pourtant la France le mérite, et pourtant nos entreprises le méritent, et pourtant nos futurs salariés et les personnes qui sont au chômage aujourd'hui en France le méritent. Et je crois qu'il faut continuer cette bataille-là. Il ne faut pas lâcher parce que c'est la bataille numéro 1.